Merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravi de revenir à Annecy pour parler à nouveau de l'intuition. Il n'y a pas de faute d'orthographe dans mon titre. Je vais vous parler en fait d'un projet qui a produit un livre que vous voyez ici, qui s'appelle Vivre ici, qui est paru en 2010. Et l'idée, donc c'est une construction philosophique dont je vais essayer d'expliquer le lien à l'intuition. Le projet général du livre, en fait, c'était de prolonger une construction qui a été faite par un autre auteur, qui est Spinoza, dans un livre qui s'appelle L'Éthique, qui est paru à la fin du XVIIe siècle. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre assez étonnant, puisqu'il est construit d'une manière qui se veut selon l'ordre des géomètres, avec un certain nombre de grandes parties. Alors quand on commence à le lire comme ça, il y a des axiomes, etc. Et ce projet, c'est un projet qui me fascine depuis longtemps. J'ai appris la philosophie dans Spinoza, un peu comme Deleuze, quand on lui donne dans l'abécédaire, et Spinoza, il est où? Il dit Spinoza, il est à part, il est dans mon cœur. Et tout. Moi, c'est un peu pareil. Mais en même temps, il y a un certain nombre de choses qui plus on pratique un auteur, plus on lui demande des comptes à rendre. Et il y a un certain nombre de choses que je trouvais un petit peu embarrassant ou gênant. En tout cas, je trouvais qu'on ne pouvait pas les mettre sous le tapis. Alors, il y a un aspect qui est formidablement... Il y a plein de choses fascinantes. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui est dans l'éthique. Ce n'est pas le but de ce que je vais faire aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est très attirante dans l'éthique de Spinoza, c'est que le système de Spinoza, c'est un système dans lequel il n'y a pas de transcendance. Et donc, c'est une éthique qui correspond bien au type d'éthique vers lesquelles on s'orienterait aujourd'hui, dans laquelle le désir humain est premier par rapport aux valeurs. Donc, il y a une phrase célèbre que je vous mets ici, qui consiste à dire qu'on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne parce qu'on la désire. Ça, c'est vraiment un des principes de base de cette éthique. Et ce qui est assez fascinant, c'est que Spinoza arrive à faire cette chose assez inattendue, qui est de faire une éthique immanente, sans valeur transcendante, et pourtant pas du tout relativiste, pas du tout antirationaliste. Au contraire, Spinoza, vous l'avez vu avec cette forme géométrique, c'est le prototype des penseurs qui croient à l'intégrale rationalité de la nature. Et c'est là où on touche à un autre aspect de ce projet qui est plus difficile à prendre en charge aujourd'hui. Ça, c'est la partie facile à prendre en charge. La partie qui est plus difficile, c'est cet aspect du modèle mathématique, de cette croyance à une rationalité mathématique qu'on pourrait transporter jusque dans la vie affective, dans la vie des affects. Donc dans le livre de Spinoza, il y a 5 parties. Et la troisième partie, qui commence vraiment le moment éthique, les deux premières parties, c'est le grand système métaphysique et de théorie de la connaissance. La troisième partie va commencer par une description de ce que c'est que des sentiments ou des affects dans le vocabulaire de Spinoza. Et je vais vous lire ce passage parce qu'il est absolument typique de cette approche et de pourquoi on a là une sorte de défi quand on est spinoziste, parce qu'il faut assumer quelque chose qui paraît difficile à assumer. Ceux qui ont écrit sur les affects et la conduite de la vie humaine semblent pour la plupart traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais des choses qui sont hors de la nature. En vérité, on dirait qu'ils conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire. C'est une citation très célèbre. Ils croient en effet que l'homme trouble l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, qu'il assure ses propres actions, un pouvoir absolu, et ne tire que de lui-même sa détermination. C'est une petite pique contre Descartes et l'idée que l'être humain a une maîtrise sur ses passions qui viendrait de sa liberté. J'ai sauté un petit passage, puis il revient à ça. Et il dit « Pour le moment, je veux revenir à ce qui aime mieux détester ou railler les affects et les actions des hommes que les connaître. À cela, certes, il paraîtra surprenant que j'entreprenne de traiter des vices des hommes et de leurs infirmités à la manière des géomètres, et que je veuille démontrer par un raisonnement rigoureux ce qu'ils ne cessent de proclamer contraire à la raison, vain, absurde et digne d'horreur. Mais voici quelle est ma raison. Rien n'arrive dans la nature qui puisse être attribué à un vice existant en elle. Elle est toujours la même en effet, sa vertu et sa puissance d'agir est une, et partout la même, c'est-à-dire les lois et règles de la nature, conformément auxquelles tout arrive et passe d'une forme à une autre, sont partout et toujours les mêmes. » Je ne vais pas lire la suite, mais ça se finit et il dit « Et c'est pourquoi je vais traiter des affects comme s'il s'agissait de lignes, de surface, de solides. » Alors Spinoza, c'est un auteur qui a eu un succès absolument considérable au XXe siècle, et notamment en France. Il est revenu très à la mode dans les années 60, avec un certain nombre d'auteurs que vous connaissez bien, comme Deleuze,
comme Négri, plus proche de nous, Macheret, Matron, il a vraiment joué un rôle absolument central, mais très curieusement, aucun de ces auteurs qui se sont parfois déclarés très profondément spinozistes, et là je pense notamment à Deleuze, n'a assumé cette partie-là. Il n'en parle même jamais. Or, c'est une partie intégrante du projet de Spinoza. C'est-à-dire que pour Spinoza, il ne s'agit pas de dire simplement qu'on va faire une éthique immanente, etc. Cette éthique, elle a une régularité de type mathématique. Et on a l'impression qu'il faut être un peu malade pour soutenir un truc pareil, à la fois parce que ça consiste à avoir une conception un petit peu naïve de la manière dont on va pouvoir transporter la rigueur mathématique à des endroits où apparemment elle ne peut plus fonctionner. Et d'autre part, il y a cette idée aussi assez naïve qu'on pourrait avoir les lois et les règles de la nature, chose qui aujourd'hui semble très largement nous échapper. Il y a bien sûr certaines lois en physique, en biologie, etc., mais on est loin d'avoir un système de lois comme ça, global, comme on pouvait encore croire à l'âge classique. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux archaïsmes du projet sont deux endroits qui touchent de manière directe au thème d'aujourd'hui, qui est celui de l'intuition. D'un côté, il y a cette méfiance vis-à-vis des mathématiques qui consiste à dire, ben voilà, les mathématiques, elles ne peuvent pas capturer tout ce qui est de l'ordre de l'intuition parce qu'elles sont une science purement formelle, purement déductive, etc. Ça, c'est ce dont j'ai parlé la dernière fois. Je suis venu, et dans le livre, ça correspond à la première partie du livre, c'est-à-dire essayer de défendre une vue des mathématiques dans lesquelles il n'y a pas d'opposition entre l'intuition et la déduction, etc. J'ai donné un certain nombre d'arguments qui sont liés à des recherches actuelles en histoire et en philosophie des mathématiques, et ça a donné la plaquette qui s'appelle « Penser comme un pied », dans laquelle j'essaye de raconter ça. Et notamment, qu'est-ce que ça veut dire penser avec des diagrammes, quelque chose qu'on fait très souvent en mathématiques. Donc ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est plutôt affronter cet autre aspect, cet autre endroit qui nous semble totalement archaïque et bizarre, qui est donc cette idée qu'il y aurait une sorte de géométrie des affects, d'où mon titre, maîtriser l'intuition, au sens d'en donner une métrique, d'en donner une géométrie. Et pourquoi ça nous semble bizarre? Parce qu'on voit l'affect, c'est exactement ce qu'explique Spinoza ici, c'est un peu ce qu'on pense assez naturellement. L'affect est du côté des choses qui sont sans foi ni loi, qui sont désordonnées, désorganisées, et qui sont justement de tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de l'intuitif, par rapport à cette régularité et cette froide régularité. Alors on rejoint ici la manière dont Thierry avait, la dernière fois que je suis venu, introduit la séance à partir du travail d'André Fortino, qui est dans la salle, notamment de deux œuvres, Hôtel Dieu de 2009 et Les Paradis Sauvages. Et Thierry avait présenté ces œuvres et le parallèle entre elles, ainsi qu'une performance, autour d'un questionnement sur la manière justement dont... Qu'est-ce que ça veut dire de se mettre dans une démarche qui est une démarche intuitive, ou là, en l'occurrence, une démarche qui était liée à l'idée d'avoir vécu quelque chose comme une transe de type animal. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien voir les photos, mais donc la première heure est celle qui, pour vous, est sur la droite. Et en fait, André met un masque de cochon et rentre comme ça dans l'Hôtel Dieu, est pris d'une forme de transe et fait un certain nombre de gestes. Et la question que posait Thierry, c'est celle du laboratoire des intuitions, c'est dans quelle mesure les intuitions ne sont pas, même si on a l'impression qu'elles nous prennent et qu'elles sont hors de toute régularité, dans quelle mesure elles ne sont pas toujours travaillées, et notamment dans les formes artistiques. Et évidemment, là, ça se voit bien dans le parallèle, dans la reprise de ces mêmes gestes, ça c'est la deuxième œuvre, où on a immédiatement une sorte de distance qui s'instaure par l'acte de reprise lui-même. Mais curieusement, ça m'a évoqué, moi, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le travail d'André, qui est un autre endroit où apparaissent des personnages avec des têtes non pas de cochons, mais de rats, qui est le film d'Alain Resnais, et Mon oncle d'Amérique, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. Donc Alain Resnais vient de mourir. Il est repassé d'ailleurs à la télévision. Et alors c'est intéressant parce qu'il y a cette même étrangeté du personnage à tête animale, mais alors pour indiquer exactement l'inverse que la transe ou cette manière dont on est dépossédé, mais au contraire la manière dont, et les mêmes parallèles entre les êtres humains et les êtres à tête d'animaux. Mais ici, c'est pour indiquer à quel point justement nos gestes, parce qu'ils sont animaux, sont entièrement prévisibles en fait, qui sont pris dans un certain nombre de comportements qu'on retrouve systématiquement, de manière de réagir
à un certain nombre de stimuli, et vous savez, c'est les tests de Laborie. Mais une chose qui est particulièrement intéressante dans le film de René, c'est pas ça, parce que d'ailleurs, on ne sait pas très bien comment il se situe par rapport à ces théories, comment il les met en scène, mais c'est la manière dont il réintroduit à l'intérieur du film l'histoire du cinéma, enfin, ou des images de cinéma, c'est un second parallèle qui est réintroduit entre ses propres personnages mis en scène par lui et dansés, et des scènes d'un certain nombre d'acteurs connus. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que le problème que pose cette question de la prédictibilité de nos comportements animaux, et donc tout ce problème de la régularité qui peut être lié à nos réactions affectives, c'est qu'en fait, quelle que soit la position qu'on va tenir par rapport à ça en tant qu'artiste, c'est-à-dire de dire je veux y échapper ou je veux faire avec, de toute façon, la manière dont on représente les affects doit passer, à un moment ou à un autre, par une position par rapport à cette grammaire des affects. Et ça, on le voit bien dans le film de René, du fait que les codages que décrit Laborie dans les réactions entre les animaux correspondent à la manière dont on représente les affects au cinéma. Et donc, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, une certaine manière de représenter les affects que nous reconnaissons. C'est quelque chose qui est assez fascinant parce que ça vous montre que cette question de la régularité de la vie affective, ce n'est pas simplement une position théorique de est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui gouverne la manière dont nous nous rapportons aux images et aux représentations, à commencer par les images perceptibles, la manière dont nous reconnaissons les affects des autres. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais mettre immédiatement en scène parce que c'est exactement dans ce type de contexte que la position de Spinoza s'inscrit, et il y a beaucoup de liens entre Laborie et Spinoza. C'est-à-dire il y a cette idée que précisément le comportement humain n'est pas très différent à la base d'un comportement animal, et que nos réactions affectives, eh ben, elles ont une forme de régularité qu'on peut essayer de décrire. Bon. Alors faisons-le. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de vous raconter maintenant. Ça, c'était la mise en bouche pour vous expliquer le rapport avec cette question de l'intuition et de la manière dont on pense le rapport entre intuition et régularité ou irrégularité. Maintenant, regardons vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec les définitions de Spinoza. Ce qui est tout à fait frappant dans la définition que Spinoza donne des affects, vous l'avez là. Par affect, j'entends les affections d'un corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, aidée ou empêchée, et en même temps les idées de ces affections. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que, d'abord, on ne reconnaît pas du tout un sentiment. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, c'est une définition qui ne fait aucun appel aux objets. C'est une définition qui consiste à dire un affect, c'est une variation de la puissance d'agir, point. C'est tout. Après, il se trouve que ces affects vont se poser sur des objets, mais ça, c'est secondaire. Un affect, c'est une variation de la puissance d'agir, et ça se manifeste par une augmentation ou une diminution. La difficulté qu'on a aujourd'hui à s'emparer de ce type de définition, c'est que chez Spinoza, c'est pris dans un système assez complexe dans lequel la puissance d'agir, elle prend place dans un ordre de la nature où chaque chose a une certaine puissance. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est des choses auxquelles c'est pas qu'on n'y croit plus, c'est qu'on les a pas. On n'a pas ces grandes règles de la nature dans lesquelles je pourrais dire où chaque chose a sa place exactement et pouvoir dire qu'est-ce que ça veut dire sa puissance d'agir. Je l'ai pas. On l'a pas en biologie, on l'a pas en physique, on n'a pas de grandes lois unificatrices. On a des systèmes de lois qui vont plus ou moins bien ensemble, mais on n'a pas du tout ce dont rêvait Spinoza, c'est-à-dire une régularité globale de la nature qu'on pourrait exhiber. D'où l'idée, et c'est là que je vais vous parler un petit peu du projet que moi j'avais engagé par rapport à ça, qui consiste à se dire, mais en fait cette définition, on peut la lire sans considérer que la puissance, elle est donnée avant l'affect. On peut considérer que la puissance, c'est rien d'autre que ce qui se manifeste à nous dans l'affect. Qu'est-ce que c'est votre puissance d'agir? C'est ce que vous sentez quand vous vous sentez plus puissant ou moins puissant, et après vous allez lui donner des noms, joie, tristesse, peur, colère, amour, jalousie, etc. C'est ça votre puissance d'agir. Elle n'est pas donnée avant, je n'ai pas besoin de supposer qu'elle a été donnée avant. Okay. Quand vous faites quelque chose comme ça, vous perdez quelque chose de très important. Vous perdez une vue globale sur les choses, et en fait vous avez quelque chose qui est donné purement localement. Et donc le type de géométrie des affects qu'on peut imaginer comme ça, c'est une géométrie un peu différente de celle que Spinoza avait à l'esprit et qu'il ne pouvait pas connaître, et donc on a déjà mentionné ce matin, qui est une géométrie plus moderne, qui est une géométrie dans laquelle les informations qu'on a sont des informations qui sont locales.
Donc c'est Bernard Riemann qui a eu cette idée absolument fantastique au milieu du 19e siècle, que quelque part, on pouvait récupérer un éventail de géométrie beaucoup plus grande que les géométries classiques, et en l'occurrence la géométrie euclidienne, mais on connaissait déjà un certain nombre de géométries non euclidiennes, mais alors encore plus grand que ça, si au lieu de considérer que ces espaces ils étaient réguliers au sens de surface avec partout la même régularité, on considérait qu'ils étaient réguliers localement. Et donc ça se représente comme ça, très schématiquement. J'ai essayé de rester toujours à un niveau très élémentaire, à dire des choses que normalement tout le monde peut comprendre. Donc l'idée, c'est que quand vous avez une surface comme ça, qui a une forme, celle que vous voulez, ce qu'on va attendre d'elle, c'est que quand vous la regardez en un point, au voisinage d'un point, eh ben, elle ressemble à un plan. Okay. Et vous voyez que sur ce plan, vous pouvez avoir des petites forces okay, qui vont vous permettre de comprendre comment cette surface se constitue. Alors quand je veux donner un exemple de ça très intuitif, justement, je dis la chose suivante. Si vous voulez faire un plan de cette pièce, il y a une première façon, c'est d'en avoir un regard de surplomb. Ça se fait bien avec le regard. Maintenant, si j'éteins la lumière, vous ne pouvez plus faire ça. Je vous mets dans cette pièce et je vous dis, faites ce que vous voulez dedans, vous sortez, vous me faites le plan de la pièce. Parce que vous allez faire, vous n'avez pas le choix, vous allez mettre vos mains comme ça, vos bras devant vous, et vous allez tâter. Et vous allez récolter des informations sur la forme, de proche en proche, en regardant ce qui se passe, les obstacles que vous rencontrez, c'est-à-dire les raccourcissements, les augmentations de ces deux petits vecteurs que sont vos bras. Et ça va vous donner, de proche en proche, une information globale que vous allez essayer de mémoriser. Espérons qu'il n'y a pas de trou dans la pièce. Donc ça marche bien avec des surfaces qui sont suffisamment régulières. Okay, et c'est ça l'idée qu'on va essayer d'exploiter. C'est ça l'idée que j'ai essayé d'exploiter dans le livre, c'est-à-dire de dire, finalement, les affects, vous avez vu, c'est décrit comme des forces. Okay, c'est ça qui fait leur régularité. Nous n'avons plus une logique de force générale, globale, on n'a plus vraiment ça. On en a plusieurs. Pensez rien qu'à le problème qu'on a pour unifier la mécanique quantique et leur relativité. Vous voyez déjà que c'est déjà compliqué en physique. Alors vous imaginez, si vous prenez le vivant, si vous prenez tout ça, etc., c'est extrêmement compliqué. Eh bien, on va complètement abandonner cette idée d'avoir une régularité globale qui est donnée une fois pour toutes. Ce qu'on va dire, c'est juste, voilà, il y a un système de force particulier, comme il y en a d'autres en physique, en biologie. Et c'est le système des affects, et on va essayer de le décrire en regardant comment il fonctionne localement. Alors, une image, j'avais fait un exposé aussi au Palais de Tokyo là-dessus, et il passait cette œuvre que j'aime beaucoup de Gino De Dominicis, qui s'appelle « Tentative pour former des carrés à la place des ronds quand on lance un caillou dans l'eau ». Je ne sais pas si vous connaissez, donc il lance des cailloux dans l'eau, et ça s'appelle comme ça, et ça passe en boucle. Une tentative infinie, ça ne marche jamais. Et j'aime beaucoup ça parce qu'on voit bien que, en fait, la question de la nécessité ou des lois, qui est une question qu'on traite souvent d'une manière globale, en se disant quelles sont les lois globales de notre nature, de je ne sais pas quoi, en fait, la nécessité peut s'expérimenter d'un point de vue purement local. La nécessité, c'est les contraintes que vous rencontrez, c'est ce que je racontais tout à l'heure avec mes bras quand je suis... Il y a des contraintes. Et ces contraintes, je fais avec, et avec elles, je décris un certain espace. Je vous ai mis aussi une petite citation assez troublante, parce que vous savez que Gino De Dominicis avait annoncé sa mort au même moment où il a fait cette œuvre, et il avait écrit ça, et ça pourrait être une citation de Spinoza. Bon, mais je vous laisse le lire, c'est assez troublant. Il dit qu'il n'a pas existé, qu'il est juste une possibilité que la nature a expérimentée. Alors, je reviens donc à la définition des affects et on regarde un petit peu quels sont les types de contraintes qui portent là-dessus. Donc, j'essaie de le faire de la manière la plus élémentaire possible, en supposant que vous ne connaissez rien aux mathématiques. Donc, avec des mots. Qu'est-ce que nous dit cette définition? Elle nous dit un affect, c'est une variation d'une puissance. Donc, si vous voulez, c'est typiquement ce qu'on appellerait une force. Donc une force, c'est quelque chose qui a une direction. C'est une flèche, si vous voulez. Okay. Mais ça n'a pas seulement une direction, ça a une certaine orientation. Ça, on va voir que c'est assez important. Okay. Et cette orientation, typiquement pour les affects, c'est la manière dont on va qualifier nos affects en fonction des objets sur lesquels ils vont se porter. Donc ce qui est important, c'est de voir que l'affect, c'est une force pure,
et ensuite, on va lui donner un nom, on va le qualifier par rapport à des régimes d'objets. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi c'est très important? Je fais une petite parenthèse, j'en parle plus longuement dans le livre. Et parce que si vous ne faites pas ça, voilà, vous allez avoir le problème de savoir comment est-ce qu'on peut comparer les affects dans différentes cultures où on a des représentations complètement différentes. Ce problème, il ne se pose pas dans un système comme celui de Spinoza. Les affects sont les mêmes pour tous les êtres humains, mais par contre, ils ne se posent pas sur les mêmes objets, ils ne prennent pas les mêmes noms, ils ne prennent pas les mêmes directions. Mais ils sont du même type, ils sont tous du même type. Et grâce à ça, vous pouvez reconnaître ce que vous voyez comme étant une forme de joie ou de tristesse chez des gens dans des cultures qui vous sont extrêmement étrangères. Même si eux ne les appellent pas comme ça, même si eux, par exemple, il y avait un livre célèbre qui s'appelait « La dépression est-elle universelle ?», dans lequel l'auteur concluait que la dépression n'est pas universelle. C'est tout à fait vrai, mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas reconnaître dans d'autres cultures des formes de tristesse profonde qui s'apparentent à la dépression. Et ça, c'est très important parce que c'est possible dans un système comme celui de Spinoza, ce n'est pas possible dans un système qui définit les affects à partir des objets. L'autre chose qui est importante, c'est qu'un affect, il a une certaine intensité, et donc ça suppose qu'il y a des sortes d'étalons, je n'ai pas besoin de dire lesquels, mais il y a des sortes d'étalons comme ça qui sont attachés aux affects et qui font qu'on arrive à estimer leur intensité. Donc globalement, c'est ça qu'on a dans un affect, c'est-à-dire une direction, une certaine intensité, et rien de plus. Et bien rien qu'avec ça, on a déjà une logique extrêmement contraignante qui va être exactement à l'œuvre dans l'éthique de Spinoza. Donc cette logique extrêmement simple, elle repose sur le fait qu'à partir du moment où vous avez ça, vous avez le fait qu'un affect peut neutraliser un autre. Ça, c'est une notion qui revient très souvent chez Spinoza, il appelle ça la contrariété des affects. Et on commence à voir qu'il y a une vraie régularité des affects quand on commence à bien comprendre ces choses-là. Donc je prends un exemple, vous allez chez le dentiste, vous avez peur parce qu'on va vous arracher une dent ou un truc comme ça, un truc horrible. Et sur la route, vous vous arrêtez à la boulangerie pour manger un éclair au café qui va vous relaxer. Et votre peur, elle s'annule peut-être pas entièrement, mais elle diminue, voire elle s'annule complètement. Okay, ben ça, c'est curieux. Si vous réfléchissez, c'est vraiment extrêmement curieux parce qu'il n'y a aucun rapport entre le fait d'aller chez le dentiste et le fait de manger un éclair au café. Ben, chez Spinoza, c'est pas curieux, c'est normal. Vous avez des affects du type joie, vous avez des affects de type tristesse, et il est normal que vous puissiez compenser un affect de type tristesse par un affect de type joie. C'est ce qui arrive tout le temps. Okay. Vous pouvez même annuler un affect, en fait. Vous pouvez le faire disparaître. Vous pouvez annuler une peur. Vous aviez peur pour telle ou telle raison, puis quelqu'un vous dit « Ah, mais non, c'est une blague, c'est plus peur ». Mais ça, c'est intéressant, parce que vous voyez, il y a des auteurs, par exemple, comme Bergson, qui soutiennent que les affects, justement, sont de l'ordre d'une intuition dans lequel chaque affect est une intensité au sens de incommensurable avec l'autre, incomparable avec l'autre. Il y a des auteurs qui soutiennent ça dans l'histoire de la philosophie. Il y en a même beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est-à-dire l'idée, et c'est même ce qu'on a plus de tendance à penser, c'est-à-dire que chaque affect, c'est un petit bijou, c'est un petit truc à part, une petite chose, justement, qui est liée à son objet, à sa situation, etc. Et bien, ce que vous dites, Spinoza, c'est que si c'était vrai, vous ne pourriez pas annuler une peur en mangeant un éclair au café. C'est pas possible. Ça devrait avoir rien à voir, tout simplement. Okay. Vous ne pourriez pas annuler une peur. L'autre chose, c'est qu'un affect, il peut grandir ou il peut diminuer. Je viens de le dire avec la peur, prenez l'exemple de la jalousie. Vous êtes jaloux de votre copain, de votre copine, un petit peu. Je vous montre une photo où il ou elle est avec quelqu'un d'attirant, nu. Ça augmente votre jalousie. Okay, éventuellement, hein, éventuellement. Mais enfin, ça peut l'augmenter. Si vous acceptez ça, vous acceptez qu'un affect peut augmenter, peut diminuer. Okay. Je prends des exemples bêtes, hein, mais pour que vous prolongiez, vous, de votre côté. Que vous vous rendiez compte qu'il y a dans ces idées... Spinoza ne développe pas du tout ça, en fait. Il ne développe pas du tout ça, mais il aurait dû. Parce que s'il avait fait ça, il aurait été beaucoup plus convaincant. S'il avait donné plein d'exemples comme ça, je pense un peu phénoménologiques, on a compris. L'autre chose qui est tout à fait étonnante, j'en ai un petit peu parlé, c'est que les affects peuvent se composer entre eux. Des joies peuvent se composer, des tristesses peuvent se composer. Ça, on le voit bien avec la tristesse. C'est la loi de l'emmerdement maximum. Il fait moche, je me tape contre la table, et tout d'un coup, vous dites, tout va mal. Mais si vous réfléchissez, il n'y a rien à voir entre le fait qu'il fait moche et que vous êtes tapé dans la table. Okay, donc, dans votre vie réelle affective, les affects se composent. Attention, je ne dis pas que moi, je peux prédire comment ils vont se composer pour vous. Hein, on est dans une logique locale. Je dis, vous avez des affects qui se composent, des affects qui se contrarient, etc. Je ne dis pas que je peux nécessairement prédire comment ça va se passer pour vous, parce que ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais on n'a pas besoin que j'ai... Je veux dire que vous pouvez éventuellement apprendre à connaître les vôtres.
Alors, le schéma qu'on a quand on est dans un système comme ça, dans une géométrie de ce type, c'est qu'en fait, on a des petits lieux, hein, et puis à ces lieux sont attachés des systèmes de force. Alors, techniquement, ça s'appelle une fibration, ça veut dire que vous avez... Un système de force, c'est un espace vectoriel, c'est des vecteurs, on en a parlé ce matin, et cet espace vectoriel, il vous donne des informations sur la manière dont vous allez explorer des espaces. Mais quand vous voulez faire ça, le problème, c'est comment est-ce que vous passez d'un lieu à un autre. C'est ça toute la problématique. On a parlé de ça avec Élie et David ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire explorer de proche en proche? Et ça, en fait, pour le moment, j'ai aucun élément pour arriver à le comprendre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à construire des chemins comme ça, qui de proche en proche, on en a parlé ce matin, et Deleuze utilise beaucoup cette métaphore de proche en proche, mais qu'est-ce que ça veut dire, circuler de proche en proche? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? En géométrie, on sait ce que ça veut dire, mais dans la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas du tout évident. Alors, quand j'ai commencé ce travail, j'étais vraiment très embarrassé par ça. J'étais très content avec l'idée qu'on n'avait pas besoin d'avoir des lois de la nature ou quoi que ce soit, qu'on pouvait juste essayer d'avoir des fonctionnements locaux et d'essayer de recoller de proche en proche, mais je n'arrivais pas très bien à comprendre comment ça marchait. Et c'est un peu comme l'histoire de l'exemple au café. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui règle ça, c'est un aspect un peu phénoménologique de mon travail, c'est des expériences qu'on fait. Par exemple, une expérience tout à fait curieuse qu'on fait, c'est que, et évidemment, les psychanalystes sont friands de ce genre de choses, des affects qu'on a vécus quand on était jeune, à un moment où on était complètement différent. On était conformés différemment, on était éventuellement dans des milieux très différents, on avait des manières de réagir complètement différentes. Des affects qu'on a vécus quand on était des jeunes peuvent affecter notre vie aujourd'hui. Alors, par exemple, je prends l'exemple dans le livre, je signale que cet exemple est fictif, puisqu'à chaque fois on me le demande, donc de quelqu'un qui est convoqué au tableau à l'école, et il a fait pipi dans sa culotte, il est petit, et voilà, donc c'est une expérience humiliante, traumatisante, et aujourd'hui, quand il prend la parole en public, c'est pour ça que je dis que c'est fictif, n'ayez pas pitié de moi, aujourd'hui, quand il prend la parole en public, eh bien, il ressent une difficulté à parler en public, ou une honte, une gêne. Eh bien ça montre qu'il y a une continuité dans notre vie affective, de fait, qui est le fait qu'on arrive à transporter des affects, alors que ces affects n'ont rien à voir, si vous réfléchissez. C'est-à-dire que la honte éprouvée par un enfant de 5 ou 6 ans n'est pas la honte que vous éprouvez aujourd'hui. Elle est vraiment très différente, et vous le savez. L'autre exemple que je prends dans le livre, c'est la jalousie dans les familles. Ça, c'est un truc fantastique, c'est-à-dire le fait... Je pensais à ça parce que quand j'écrivais le livre, il y a mes 2 fils qui se bagarraient, et je connais des familles dans lesquelles des jalousies entre frères qui ont commencé dans l'enfance durent toute la vie. Et ça, c'est étonnant, finalement, cette continuité de la vie affective, puisque les gens changent énormément, y compris dans leur vie affective. Et donc, finalement, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait une réponse phénoménologique, même si ce n'est pas facile à expliquer, arriver à comprendre comment se font ces raccordements de proche en proche. Le fait est que dans notre vie, il y a une continuité qui est liée au fait que nous transportons des affects d'un lieu à l'autre. Donc ça, ouais, alors, pour vous expliquer que ce n'est pas nécessairement... ça fait combien de temps je parle là? J'ai quoi là? Comme on avait pris du retard, je ne sais pas trop. Bon, j'aurais dû regarder. Ah bah si, j'ai parlé 28 minutes, pardon, c'est marqué, j'ai 1 minute. Pour vous montrer que cette question de la continuité n'est pas donnée, elle n'est pas acquise, je vais prendre, donc dans le travail que j'essaye de faire, donc c'est un travail en cours, c'est quelque chose que j'essaye de monter, ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est juste de suggérer ces idées, mais je suis très loin de comprendre vraiment comment tout ça marche, c'est très compliqué. Et une piste que j'essaye d'explorer, c'est de regarder certaines psychopathologies ou certaines anomalies pour essayer de voir de quoi on a besoin pour construire un espace affectif. Et donc, plutôt que de m'embarquer dans des questions très théoriques, je vais vous mentionner cet exemple que vous connaissez peut-être, qui est l'exemple de quelqu'un qui est atteint du syndrome de Korsakoff. Et je vais vous montrer que cette question de la continuité de la vie affective, c'est une histoire très compliquée. C'est une histoire très compliquée. Donc, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un exemple qui est raconté par Oliver Sacks dans son livre L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, qui est très célèbre, et il lui a donné le nom de Jimmy G, le marin perdu. Bon. Donc, mais c'est un syndrome qui existe, le syndrome de Korsakoff. Il y a eu un livre aussi, c'est quelque chose qui est assez connu. C'est rare, mais c'est très spectaculaire. Donc le syndrome de Korsakoff, c'est quelque chose qui est souvent lié à l'alcoolisme, et en fait qui est une pathologie assez troublante. C'est que vous
effacez une partie de votre mémoire. Donc ici, je l'ai... vous effacez. Votre mémoire s'efface pour une période. Donc là, en fait, ce qui s'est passé avec Jimmy G, c'est qu'il a 49 ans, il fait sa crise de syndrome de Korsakoff, et tout ce qui est entre 19 et 49 est effacé, perdu, disparu. Okay. En revanche, il a gardé tout ce qui est avant 19, ce qui est assez troublant dans cette pathologie. Parce qu'on aurait pu prendre un exemple extrême qui est l'amnésie complète ou des choses comme ça. Là, ce n'est pas une amnésie complète. Donc on voit que ça va être assez troublant. Et l'autre chose qui se passe dans le syndrome de Korsakoff et qui est absolument terrible, c'est qu'en fait, à partir de ce moment-là, vous fonctionnez qu'en mémoire immédiate. Donc Jimmy G, dans sa tête, il a 19 ans. Il est le jeune homme qu'il était quand il avait 19 ans. Donc pour nous, il a 49 ans, mais pour lui, il a 19 ans. Okay. Et à partir de là, sa vie est une répétition toutes les 2 minutes de ce qu'il était quand il avait 19 ans. C'est une histoire qui est horrible, qui est vraiment assez poignante, parce qu'en fait, Oliver Sacks pense qu'il peut le guérir. Et il fait des choses abominables. Par exemple, quand Jimmy G lui raconte qu'il a 19 ans, il lui tend un miroir et il lui dit « Mais regarde, tu crois que tu as 19 ans ?» Et Jimmy G est terrorisé, quoi, quand il voit l'homme de 49 ans qui apparaît en face de lui, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe, quoi. C'est vraiment un truc terrible. Et Oliver Sacks raconte que, heureusement, il avait oublié 2 minutes après. Alors, il essaye après de recoller les morceaux de sa vie, c'est-à-dire il lui donne un carnet et lui dit « Tu vas noter ta vie ». Ça, c'est une hypothèse à la Ricoeur. Notre vie serait faite par une narration. Donc, Sacks fait la même hypothèse, mais le problème, c'est que Jimmy G, au bout de 2 minutes, il a oublié à quoi servait le carnet. C'est normal, parce qu'il a une vraie mémoire de 2 minutes. Okay, il ne peut pas mémoriser des tâches comme ça. Et finalement, Sacks va se rendre compte que Jimmy G, il n'y a rien d'autre à faire que de le protéger, en fait. De le protéger parce que le truc est troublant, et c'est là-dessus que donc il n'a perdu aucune de ses capacités intellectuelles. Il est très fort en maths, il est très fort aux échecs, il n'a perdu aucune de ses capacités intellectuelles. Il n'a perdu aucune de ses capacités affectives. Simplement, il vit comme s'il avait 19 ans. Okay, mais il répète toutes les 2 minutes comme s'il avait 19 ans. Et il y a ce passage tout à fait étonnant que je vous ai cité là, où Sacks dit qu'il était comme un homme humien, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la pure rencontre. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce qu'il a l'épaisseur. C'est pour ça que les modèles dans lesquels on a une fibre et sont vraiment intéressantes, c'est-à-dire ce n'est pas une suite de points, c'est des points avec des informations qui sont toute sa vie affective de 19 ans, qui se répètent à chaque point. Alors, ça, c'est pour vous montrer que, voilà, il y a un chantier qui est ouvert, qui, moi, me passionne, c'est-à-dire essayer de faire un catalogue comme ça, des types d'espaces affectifs en regardant les contraintes qui pèsent sur les espaces affectifs. Et vous voyez que les contraintes, elles vont être de 2 types. Vous avez des contraintes que je dirais en bas. Les contraintes en bas, elles sont de ce type-là, c'est des contraintes sur la mémoire, sur la continuité perceptive, des choses comme ça. Et vous avez des contraintes qui sont en haut et qui sont des contraintes sur la régularité de votre vie affective et la manière dont certains affects peuvent se transporter. Alors, il y a un problème qui est très célèbre dans ce type de représentation, c'est comment vous allez comparer, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, un affect à un moment de votre vie à un affect à un autre moment. Je fais comme si c'était des moments, mais ce n'est pas nécessairement des moments, ces lieux. Mais faisons comme si c'était des moments. Okay. Comment je peux comparer un affect d'un moment à un autre? J'ai dit tout à l'heure que je peux aujourd'hui éprouver de la jalousie pour mon frère, que je reconnecte à ma jalousie de quand j'étais petit. C'est vrai, mais là, je ne suis pas en train de les comparer. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment elles se rapportent l'une à l'autre. Je transporte juste... où je vis juste une jalousie aujourd'hui que je relie à une jalousie avant. Mais comment elles se rapportent l'une à l'autre, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et notamment, comment est-ce que, quand on commence à faire un système comme ça, comment est-ce qu'on va récupérer quelque chose comme une individualité éthique, comme une unité d'un sujet vivant qui peut être sujet d'une éthique. Et c'est là où je me suis rendu compte que, quelque part, donc il y a quelque chose chez Spinoza qui est très célèbre, qui est ce qu'on appelle... dans le jargon, le conatus, donc ça veut dire l'effort pour persévérer dans son être. C'est un peu le moteur. Donc c'est un moment comme ça, au début du livre 3, où Spinoza dit, mais finalement, l'idée de base, c'est que toute chose a une puissance. Cette puissance, c'est un effort. Toute chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Okay, et il dit quelque chose de très fort, il dit, cet effort, c'est rien d'autre que son essence. Bon, ça c'est la théorie de Spinoza. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous, on ne peut plus identifier cette puissance à une essence, pour la raison que je vous ai dite. On n'a plus ce système de puissance comme ça, bien organisé, où on pourrait dire chaque chose a une puissance. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Peut-être vous l'avez, mais moi, je ne l'ai pas.
Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce conatus, on peut l'interpréter de deux façons. On peut l'interpréter en disant c'est la puissance telle qu'on l'expérimente là, mais c'est la puissance aussi telle qu'on l'expérimente entre différents moments de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait troublant, c'est-à-dire qu'il y a différents types d'affects. Il y a des affects qui sont des affects là et maintenant. Par exemple, je peux être un peu stressé ou un peu impatient ou un peu énervé. Vous êtes peut-être un peu énervé par ce que je raconte, ou un peu ou désespéré, ou triste, ou fatigué, ou jaloux parce que votre copine à côté me regarde trop intensément, ou le contraire, ou votre copain. Donc je ne sais quoi d'autre, ça c'est ponctuel. Okay. Mais il y a une autre manière dont vous évaluez votre puissance, c'est quand vous dites « Ah, hier, ça allait mieux ». Et ça, une fois, j'ai fait une présentation de ce livre et Quentin Meillassoux avait dit tu as redonné tes lettres de noblesse à l'expression est-ce que ça va ? Oui, ça va bien. Ces espèces d'évaluations globales qu'on fait comme ça quand on dit ça va bien, qui ne veulent rien dire en un sens, mais quand même, quoi, qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a différents types d'affects, mais il y a des affects comme ça qui consistent à dire ça va mieux qu'hier ou ça va moins bien. Là, par exemple, quand je suis venu à Annecy, j'ai croisé une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis 15 ans, par hasard. Et on se remémorait ensemble notre jeunesse heureuse à l'école primaire de la rue Corbon, dans le 15e, à Paris. Et on est toujours comme ça, en train d'évaluer notre vie affective par rapport à des moments du passé. Donc il y a des choses qu'on vit à l'instant présent, mais il y a des moments où on dit ça va mieux qu'hier ou ça va moins bien. Et ça, c'est très différent. Ça, c'est très différent et c'est ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire que ça, c'est ce que j'appelle les affects de second ordre, c'est-à-dire que c'est des affects qui évaluent entre différents moments. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de retrouver une notion justement d'éthique qui soit à la fois sans valeur transcendante et de proche en proche, mais c'est une éthique dans laquelle ce qui fait notre individualité éthique, c'est ça. C'est ce tissu dans lequel on est constamment en train de réévaluer notre vie elle-même, notre existence elle-même. Et on n'a pas besoin de supposer qu'on le fait tout le temps, que tout le monde le fait, etc. Il suffit qu'on le fasse de temps en temps, que ça soit une des structures de notre vie affective. Donc ça, c'est essentiellement ce que je voulais vous raconter. Et c'est censé vous expliquer comment on peut essayer de donner un peu de sens à cette chose tout à fait bizarre chez Spinoza, que les affects ont une régularité qui, bon, ça reste analogique, hein, soyons bien clairs, mais c'est une régularité qui est, pour Spinoza, aussi contraignante que celle qu'on peut trouver dans la géométrie. Et c'est quelque chose dont je suis absolument persuadé par rapport au fonctionnement. Et je pense que si on est un spinoziste conséquent, et là, Deleuze, Negrin et tout ça n'ont pas été des spinozistes conséquents, on doit tenir ça, ou alors on doit lâcher le système de Spinoza. Mais ce n'est pas vrai que le système de Spinoza, c'est un chaosmos de force, etc. Bon. Maintenant, le programme qui est ouvert là, c'est de savoir, ben voilà, est-ce qu'on peut faire une typologie des espaces affectifs? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est purement métaphorique? Est-ce que c'est un peu plus que métaphorique? Est-ce qu'on peut s'inspirer de certaines choses qui se font en mathématiques ou pas? Donc il y a plein de typologies d'espace en mathématiques en fonction de la branche des mathématiques dans laquelle on est. C'est très difficile d'arriver même à savoir s'il y a une notion d'espace aujourd'hui. Il y en a plusieurs et il y a plusieurs formes de géométrie. Donc c'est vraiment une question qui est très difficile en fait de savoir. Mais en tout cas, on peut aller regarder ce qu'ils font et se poser des questions par rapport à ça. Il y a des exemples très simples. Ce matin, on a parlé du problème de l'orientation. Ben, il y a la question de savoir est-ce qu'un espace est orientable, est-ce que ça a un sens que notre vie affective a une orientation, est-ce que tous les espaces affectifs ont une orientation, laquelle, est-ce qu'on peut déterminer? Donc là, par exemple, ben, vous avez la fameuse bouteille de Klein, qui est un espace qui n'est pas orientable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déterminer une droite et une gauche de manière absolue dessus, vous pouvez faire localement, mais pas globalement. Vous avez des espaces qui reviennent sur eux-mêmes, hein. Et il y a toutes sortes de manières de classifier les espaces. Par exemple, si on se place dans ce cadre qui est celui des champs de force et donc des systèmes dynamiques, là, en fait, il y a un certain nombre de singularités qui peuvent arriver et elles sont dans des types qui sont des types finis et ça permet de donner des classifications des espaces. Bon, alors on peut essayer de s'inspirer de ça. C'est une idée qu'avait Deleuze dans le pli, c'est-à-dire l'idée de s'inspirer un peu des systèmes dynamiques, alors plus à un niveau ontologique, etc. Mais le fait est qu'on n'en sait rien si c'est une bonne analogie. Parce que ces espaces-là, ils ont une régularité très forte qui permet que les singularités soient bien isolées et d'un type très particulier. Or, si on voulait être sûr que ça soit une bonne approche, il faudrait déjà savoir quel est le type de régularité qui pèse sur nos espaces affectifs. Et ça, on est très loin vraiment d'arriver à comprendre quel est le type de régularité. Là, ce que je vous ai décrit, c'est une régularité qui est locale. Mais ce qu'on voudrait, c'est avoir une régularité globale, de savoir est-ce que partout, on a un type de régularité. Est-ce que ça fonctionne toujours, par exemple, comme un système dynamique? Et c'est pour ça que je reviens à mon exemple, c'est que
Des exemples comme celui de Jimmy G, ils sont très troublants, parce qu'ils nous donnent des espaces qui sont extrêmement exotiques, extrêmement perturbants, dans lesquels on a à la fois une poussière d'instant, mais en même temps une richesse, une profondeur affective réelle. Et là, vous voyez que, par exemple, Jimmy G est quelqu'un qui, du point de vue de ce que j'ai raconté avant, est quelqu'un qui ne peut pas être un sujet éthique par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est ce dont se rend compte Sachs. Il essaye plusieurs solutions pour lui faire récupérer sa vie, et elles échouent toutes systématiquement. Et finalement, il se rend compte que tout ce qu'il peut faire, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un sujet affectif. Il a une vie affective très riche, et tout, etc. Mais il n'a plus la capacité d'être un sujet éthique. Et ça, c'est très troublant, parce qu'il n'est pas fou, il n'est pas névrosé, il n'y a pas de question de le guérir. Hein. Enfin, si on pouvait le guérir, on aurait trouvé le fonctionnement et on arriverait à mais ça, on ne l'a pas encore fait, on ne sait pas le faire pour le moment. On peut essayer, mais on ne sait pas le faire. Et donc, tout ce qui arrive à faire ça, c'est de l'entourer, c'est de le protéger, finalement. Donc, je pense que c'est vraiment très intéressant parce que ça ouvre cette question de savoir, donc vous voyez, qui est purement programmatique et que j'ouvre là devant vous, qui est comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une cartographie de ces espaces affectifs. Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'on peut déterminer leur régularité et la manière dont se font ces recollements et d'arriver à bien comprendre. Voilà, je vous remercie beaucoup.